Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le cours de la levée de corps et la scène de crime. Donc voici le plan du cours. Donc nous allons commencer par une introduction. On va par la suite définir la levée de corps, les objectifs de la levée de corps, le matériel qui est utilisé lors de cette levée de corps. On va voir ensemble également les différentes phases de la levée de corps. Ensuite, la détermination de la nature de la mort. Et enfin, la rédaction du certificat de constat de décès. Et également quelques aspects législatifs avant de conclure. Alors, comme introduction, la découverte d'un cadavre humain est un événement d'une telle importance qu'il déclenche toujours l'action du parquet, obligeant les autorités judiciaires concernées d'ouvrir une instruction à caractère médico-légal et à réquisitionner toute personne compétente dans le domaine médical, généralement un médecin légiste spécialisé, ayant plus de connaissances et d'expérience nécessaires pour l'accomplissement de la levée de corps, et ce, en collaboration avec les éléments de police ou de gendarmerie des scènes de crime. Alors, pour la définition de la levée de corps, elle représente le premier contact médecin-cadavre. C'est une mission médico-légale fréquente et importante qui permet de faire les premières constatations sur le lieu de la découverte d'un cadavre, en cas de mort suspecte, de mort violente, criminelle ou suicidaire. C'est l'examen externe du cadavre réalisé en lieu et temps de sa découverte sur réquisition d'un officier de police judiciaire, voire du procureur de la République, qui peut être confié à tout médecin praticien autorisé à exercer sur le territoire national, et ceci conformément à l'article 49 du Code de procédure pénale. Pour les objectifs de la levée de corps, alors il y a un intérêt médico-légal. Tout d'abord, c'est de répondre aux besoins des enquêteurs et des magistrats. Alors, on doit déterminer l'identité du défunt, la cause du décès, le caractère médico-légal de la mort, c'est-à-dire s'agit-il d'une mort naturelle, violente, criminelle, accidentelle ou suicidaire, et aussi déterminer la datation de la mort ou le délai post-mortem. Deuxièmement, c'est l'examen des lieux, c'est l'état des lieux. Troisièmement, la recherche d'indices, tâches ou traces suspectes sur les lieux. Quatrièmement, permettre et orienter les prélèvements au niveau des lieux de découverte du cadavre ou sur la scène de crime. Les prélèvements doivent être effectués par les éléments de la police scientifique ou les éléments de l'identité judiciaire. Et enfin, cinquièmement, établir un certificat de décès. Alors, le matériel qui est utilisé lors de cette levée de corps va lui faciliter sa tâche. Alors, la réalisation de la levée de corps médicaux nécessite un matériel minimum. On doit avoir un thermomètre à thermocouple pour pouvoir prendre la température du corps du défunt et la comparer à la température ambiante pour pouvoir dater la mort. Une paire de ciseaux, un ruban mètre, une réglette pour prendre les dimensions des lésions, une loupe, un appareil photo numérique pour prendre des clichés photographiques sur place, les vêtements jetables, des gants, un calot, des masques, combinaisons pour sauvegarder les preuves scientifiques et pour ne pas contaminer, polluer la scène de crime. On aura besoin également d'une lampe torche ou d'une lampe frontale, du matériel de prélèvement, un document type avec des schémas corporels pour colliger les constatations effectuées et des certificats de décès pour la rédaction du certificat de décès. Alors, comme je l'ai dit, c'est au technicien de la scène de crime
ou les techniciens d'identité judiciaire de procéder au prélèvement, mais c'est au médecin d'orienter ces prélèvements, des prélèvements de taches ou de traces suspectes sur les lieux de découverte du cadavre. Voilà quelques photos pour vous illustrer un petit peu le matériel qui doit être utilisé dans la levée de corps. On voit bien les équipements qu'on doit mettre pour ne pas contaminer la scène de crime, la combinaison, des gants, une paire de gants, le masque, des lunettes de protection, etc. Et là, à droite, on a une mallette ou une valise avec tous les instruments nécessaires pour effectuer une bonne levée de corps. Alors, les différentes phases de la levée de corps. D'abord, premièrement, on doit recueillir les données anamnestiques. Donc, les données anamnestiques, c'est à l'interrogatoire qu'on doit pouvoir recueillir un certain nombre de renseignements qui vont nous permettre de s'orienter sur la nature de la mort. Alors, utile lors de l'autopsie et lors de l'interprétation des résultats. Ça va également nous permettre, nous faciliter la tâche lors de l'autopsie, puisqu'on aura un certain nombre d'informations sur les circonstances de découverte, la date où la victime a été vue la dernière fois en vie, l'identité présumée, l'activité professionnelle, les antécédents médicaux, les maladies, le mode opératoire, les habitudes toxiques, des traitements en cours, la date et motif de la dernière consultation médicale et la mobilisation du corps, si le corps a été mobilisé par exemple les éléments de la protection civile ou par le SAMU pour les besoins d'assistance médicale d'urgence. Deuxièmement, l'état des lieux et des choses. Donc, il doit être effectué par les officiers de police judiciaire qui sont assistés le plus souvent de techniciens de l'identité judiciaire. Elles ont pour objet de fixer l'état des lieux par des clichés, par des photographies, de rechercher, de préserver ou de prélever tout indice, tâche ou trace pouvant éventuellement expliquer l'homicide, le suicide ou l'accident. Cette étape consiste en la recherche de modifications et désordres de l'état des lieux. Donc on doit rechercher s'il y a des désordres des meubles et des objets, s'il y a des signes d'effraction, les portes, les fenêtres, des photographies des lieux sont obligatoires et importantes. Mettre les pièces à conviction et les prélèvements sous scellés et la récolte des preuves matérielles objectivera souvent la relation qui les rapporte à l'homme ou à l'objet qui les a produites. L'efficacité de cette étape est fonction du respect de l'état du lieu et de la rapidité d'intervention. Donc, au cours de ce premier temps, l'attention du médecin est retenue par la présence de taches de provenance organique, comme les taches de sang, de sperme, des taches d'urine, etc., sur le sol, sur les vêtements ou sur les objets, afin de faire procéder à leur prélèvement. Ce sont des pièces à conviction que l'on doit mettre sous scellé, comme on le voit là sur les images. Troisièmement, on passe à l'examen des vêtements. Du point de vue criminalistique, les vêtements présentent un intérêt tel que leur saisie doit être systématique. Le médecin y participe en déshabillant le corps lors de l'examen. Il doit veiller à la bonne exécution de ces indications pour déterminer le nombre, l'ordre, le sens des vêtements, en évitant le plus possible le découpage ou déchirure, surtout aux endroits pouvant paraître suspects. Donc après leur énumération, après l'énumération des vêtements, une description méthodique portera sur l'aspect, le désordre, les déchirures, les indices de toutes sortes pouvant caractériser une lutte ou une défense de la part de la victime,
les taches ou les traces, leur emplacement, leur dimension, leur distribution, leur abondance, leur direction et leur forme doivent être notées. Les perforations, leur emplacement, leur dimension, leur direction, la détermination de la correspondance d'orifices et sur les différentes épaisseurs successives des vêtements et sur le corps lui-même peut amener des précisions sur les circonstances d'une mort par coup de feu ou par coup de couteau. Les vêtements, par leur marque de fabrique et par leurs particularités intrinsèques comme extrinsèques, peuvent parfois aider à l'identification du cadavre inconnu. Après l'examen des vêtements, on passe à l'examen externe du cadavre. La levée de corps est avant tout l'affaire du médecin qui apportera des précisions sur la position, l'identité, les blessures, les phénomènes cadavériques et toute autre indication jugée par lui utile. Le corps est examiné en place avant toute mobilisation, en tenant compte des modifications éventuellement apportées par les intervenants, comme les proches ou les secours ou les enquêteurs. Il convient de noter soigneusement d'abord la posture, l'aspect, l'habillement, les lieux éventuels, l'environnement proche. Donc la photographie fixe la position du corps, son attitude, tandis qu'un plan détaillé des lieux en précise les coordonnées. Deuxièmement, les éléments d'identification, nom, prénom, date et lieu de naissance, race, sexe, taille, corpulence et couleur des cheveux, tatouage, cicatrices, malformation congénitale, tout ça va nous permettre d'identifier la victime. Les blessures doivent être relevées en déterminant leurs caractéristiques, à savoir le siège, les dimensions, le nombre, ainsi que la nature de l'objet qui les a provoqués. Ensuite, on va relever tous les phénomènes cadavériques qui permettent également de dater approximativement la mort. On a le refroidissement cadavérique, les lividités qui ont un intérêt médico-légal, les rigidités qui peuvent rendre compte du dernier acte de vie, la déshydratation et la tache verte abdominale de putréfaction. Ensuite, on doit rechercher et analyser les traces de violence par un examen minutieux de la face antérieure puis la face postérieure du cadavre et enfin dans les régions médico-légales, à savoir le cuir chevelu, les orifices naturels, le cou, les angles internes des yeux, les organes génitaux, les aisselles et sous les seins. Toutes ces zones médico-légales ou régions doivent être examinées soigneusement. Il faudra rechercher et faire une description complète et détaillée de toutes les blessures retrouvées, telles que les érosions, les ecchymoses, les contusions, les plaies, les fractures, en précisant leurs caractéristiques, à savoir leur siège, leur forme, dimension, direction et leur caractère morphologique. Ensuite, on passe à l'examen des taches et des souillures. On informe les autorités judiciaires et les éléments de l'identité judiciaire de la présence des taches suspectes qui procèdent à leur prélèvement. Sperme, urine, vomissement, matière fécale et taches obstétricales. Maintenant, on passe à la nature de la mort. Alors, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort naturelle. Donc, on parle de mort naturelle devant un cadavre d'une personne âgée, cachectique, paraissant avoir souffert d'une maladie. L'interrogatoire de la famille peut confirmer cette hypothèse en apportant de précieux renseignements sur les circonstances du décès et les antécédents du défunt. De même qu'un examen minutieux du cadavre ne révèle rien de suspect, comme par exemple l'absence de toute trace de violence ou au contraire objective des signes de maladie. Deuxièmement, la mort suspecte. La mort suspecte sans fondement et le doute. La mort brutale d'un sujet jeune en bon état de santé apparente est toujours suspecte. Il peut s'agir d'une mort subite ou d'un empoisonnement. La mort d'une jeune femme avec état de grossesse est toujours douteuse. Tentative d'avortement, par exemple. Un cadavre présentant une coloration anormale des lividités cadavériques, par exemple une coloration rouge carmin,
peut évoquer ou évoque une intoxication au monoxyde de carbone qui est le plus souvent accidentelle. La mort violente, troisièmement, elle peut être provoquée par une intervention volontaire du fait d'autrui, et là on parle d'homicide, ou de soi, du fait de soi-même, et là on parle de suicide. Elle peut être provoquée également par une cause extérieure brutale, et là on parle d'accident. On parle de mort violente devant tout cadavre portant des traces de violence. Par exemple, un corps pendu, la présence d'une corde ou d'un sillon au niveau du cou, la présence d'un orifice de projectile d'arme à feu, la présence d'une plaie profonde par arme blanche, la présence d'un traumatisme crânien avec fracas osseux crânien, la découverte d'un cadavre mutilé, et là on parlera de mort violente. La mort violente peut être de nature accidentelle, suicidaire ou criminelle, et seuls les éléments de l'enquête de la police ou de la gendarmerie, associés à la constatation de l'autopsie judiciaire, peuvent en déterminer la nature. Alors, à la fin de la levée de corps, donc nous arrivons à l'étape de la rédaction du certificat de constat de décès, après avoir établi réalisé toutes les phases de la levée de corps, à savoir l'étape anamnestique, l'étape l'examen de l'état des lieux, l'examen des vêtements et l'examen du corps. Donc, à l'issue de ces différentes étapes, on va passer à la rédaction du certificat de constat du décès. Le certificat de constat de décès est la finalité de toute levée de corps par lequel on répond à la mission. Le certificat permettra justement l'inhumation ou légitimera l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc les conclusions seront catégoriques, affirmatives ou négatives, lorsqu'il sera évident, mais en l'absence de certitude, la prudence conseille de ne porter aucune conclusion ferme et de demander le secours de l'autopsie pour lever l'incertitude. Donc on va dire un mot sur la législation, les aspects législatifs qui régissent la levée de corps. Donc on a l'article 42 du Code de procédure pénale qui stipule qu'en cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, le transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toute constatation utile. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il représente des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d'avoir participé au crime. L'article 43 du Code de procédure pénale stipule que dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 1000 dinars, à toutes les personnes habilitées de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y restituer des prélèvements quelconques. Toute exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les besoins ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces et si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 dinars. L'article 62 du Code de procédure pénale, en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment de donner leur avis et leur honneur et conscience.
La nouvelle loi sanitaire de 2018, dans son article 200, stipule qu'en cas de mort suspecte, mort violente ou décès sur la voie publique, et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave pour la santé publique, le médecin concerné délivre uniquement un certificat de constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps en respectant les procédures réglementaires en vigueur. Alors, pour conclure, en conclusion, on peut dire que la levée de corps est une urgence médico-légale. Le déplacement rapide sur les lieux afin d'examiner le cadavre dans des conditions les plus proches du décès. La levée de corps consiste pour le médecin légiste à aller examiner le corps d'un défunt sur place et laisser a priori en place. Un œil médical sur le corps, le site, les indices est essentiel dans l'équipe pluridisciplinaire. L'établissement d'un rapport de levée de corps et d'un certificat de décès mentionnant ou pas l'obstacle médico-légal à l'inhumation. Il y a lieu de constater l'utilité de la collaboration effective des magistrats et des officiers de police judiciaire avec les médecins pour récolter le maximum de preuves et le maximum d'informations pouvant faciliter la tâche aux enquêteurs. Je terminerai par une citation de Robert qui dit que le désordre fréquent des lieux, la multitude des détails, la diversité des indices impose, afin de ne rien oublier d'essentiel, de respecter un plan de travail applicable en toutes circonstances. Plus le temps passe, plus la vérité s'éloigne. Vous connaissez ma méthode, elle est basée sur l'observation des riens. Je vous remercie pour votre attention et bonne réussite à tous.